C'est un changement sérieux et très significatif dans la manière d'évaluer le droit international, de voir l'émergence du sujet humain comme un sujet digne de protection, une figure digne d'être protégée, disons, des dépravations du pouvoir et autres. Cependant, nous sommes confrontés à ce problème très étrange. Les plus grands protecteurs sont aussi les plus grands violateurs. Les États sont ceux qui sont censés être les protecteurs. Ils doivent être les exécutants et ils doivent être ceux qui signent les conventions. Ils doivent être les observateurs. Et puis, ironiquement, ce sont aussi certains des pires abuseurs. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je parle avec le Dr Binoy Kampmark, qui est maître de conférence à l'École des études mondiales, urbaines et sociales de l'Université RMIT en Australie, où il étudie l'interconnexion du droit, des relations internationales et de l'histoire. Dans l'un de ses projets, il retrace l'évolution du discours sur l'État voyou dans le débat politique américain. Comme nous assistons récemment à la réémergence de l'idée d'un axe du mal, j'ai pensé que c'était le moment idéal pour lui parler de la manière dont les États-Unis abordent cet étiquetage de leurs adversaires et ce que cela signifie socialement et légalement. Alors Binoy, bienvenue. C'est un plaisir d'être ici. Binoy, je vous ai trouvé grâce à un ami commun dans l'Alliance pour la paix multipolaire, Warwick Powell, et j'ai vu sur votre profil que vous faites cette recherche très intéressante sur les aspects juridiques du réétiquetage des pays d'une certaine manière. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui. Eh bien, l'une des choses intéressantes que j'ai découvertes, et cela remonte également à mes recherches doctorales, est l'idée de donner aux États-nations des personnalités et des caractéristiques morales, en quelque sorte, de les anthropomorphiser d'une manière assez intéressante. J'ai trouvé cela vraiment fascinant. L'une des choses qui m'a frappé après les attaques du 11 septembre contre les tours jumelles, le Pentagone, etc., en 2001, était le langage utilisé, par exemple, par le rédacteur de discours de George W. Bush, l'axe du mal utilisé dans ce contexte, avec de légères modifications et autres. Et ça m'a semblé être une manière très curieuse de considérer les États. Ce que j'ai pensé, c'est que cela pourrait être un projet intéressant. Alors je suis retourné et j'ai examiné les origines, pas nécessairement du terme État voyou lui-même, mais comment le concept d'État voyou peut être perçu sous différentes formes. L'idée de l'État hors la loi peut être trouvée dès, par exemple, lors des débats et arguments, certainement aux États-Unis et dans certaines parties des débats européens pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait cette notion concernant l'Allemagne wilhelmienne, le kaisérisme, et l'idée que ça pourrait aussi être un État criminel. Et c'est vraiment ce qui m'a frappé. J'ai donc fini par examiner cette période entre le déclenchement, pour ainsi dire, pendant la Première Guerre mondiale et les procès de Nuremberg culminant en 1946. Cela m'a frappé que c'était un argument si fascinant, souvent un peu mal placé, mais qui figurait dans cette longue notion sur la façon dont vous diabolisez les États, comment vous identifiez les composantes criminelles d'un État, et comment vous identifiez qui est responsable de quoi en ce qui concerne les lois internationales. C'est vraiment ce qui m'a intéressé. Oui, et c'est fascinant parce que cela va de pair avec l'évolution du droit international, n'est-ce pas? Et l'idée qui est née après la Première Guerre mondiale, que nous interdisons la guerre dans son ensemble, n'est-ce pas? Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la guerre était une prérogative de l'État, n'est-ce pas? Ce n'était pas illégal. C'est pourquoi nous avons le droit de la guerre. Et l'idée des crimes de guerre a ensuite évolué au fil du temps. Mais il concernait des actes illégaux à l'intérieur de la guerre,
pas la guerre elle-même. Et puis vous dites que le discours sur les États voyous va un peu dans cette direction, mais pas à un niveau codifié international, n'est-ce pas? Parce que c'est purement du jargon à l'intérieur des États-Unis, le discours. Les États-Unis sont très intéressants parce qu'ils sont ceux, quand je dis ils, je veux dire les représentants légaux et les figures associées à cette ligne de raisonnement particulière, qui élaborent de nombreux projets liés par exemple au droit de la mer et à la Cour pénale internationale, mais ils sont aussi les derniers à y adhérer. Il y a donc un paradoxe très étrange pour les États-Unis, où ils produisent certains des documents juridiques les plus significatifs au stade de la rédaction, mais la politique change ensuite parce que le Sénat n'approuvera jamais ces choses. Ainsi, les États-Unis, par exemple, à ce jour, sont, si je ne me trompe pas, l'un des deux pays qui n'ont pas formellement ratifié et signé la Convention relative aux droits de l'enfant, ce qui est extraordinaire, car pratiquement tout le monde l'a fait. Et c'est l'une de ces choses vraiment fascinantes. Et je pense, vous savez, pour revenir à ce point fondamental, le jargon est fondamental. Et je pense, vous avez mentionné la question de l'interdiction de la guerre. C'est un point vraiment significatif, parce que l'interdiction de la guerre, je dirais, est le point fondamental, l'inclinaison, pour ainsi dire, concernant la moralisation du comportement des États. Parce que lorsque ce débat a eu lieu, qui a abouti au pacte Kellogg-Briand en 1928, et nous parlons de plus de 60 signataires à l'époque, cela a créé cette notion de renoncer à la guerre comme mécanisme de résolution des différends. Donc il y avait l'argument que c'était une norme formatrice dans le droit international. Et devinez où nous voyons cela apparaître. Nous voyons cela apparaître dans les procès de Nuremberg. Et nous voyons les Alliés l'intégrer dans l'accusation contre l'Allemagne nazie comme une caractéristique fondamentale. Dans une moindre mesure, c'est moins convaincant dans le contexte japonais, le tribunal international pour l'Extrême-Orient. Mais dans le contexte allemand, c'est vraiment intéressant car de nombreux avocats aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni ont soutenu que c'était une chose très dangereuse à faire. Donc c'est très dangereux de soutenir que lorsqu'il s'agit de la notion de droit international et de guerre, il est dangereux de faire valoir que d'accord, vous criminalisez un comportement qui a été accepté pendant des millénaires. Donc dans ce cas particulier, il était vraiment intéressant de voir comment ça s'intégrait dans le pacte Kellogg-Briand. Ce qui est apparu lors des procès en 1946, que ce soit en Extrême-Orient ou en Allemagne, est bien sûr la question de l'application rétroactive de la loi, car c'était la première fois que cela se produisait. Et d'accord, c'est juste une affaire conclue, n'est-ce pas? L'idée que les avocats de l'époque ont également acceptée, ou que les juges ont soutenu, est que ces crimes étaient si odieux que les personnes les perpétrant devaient comprendre que c'était criminel, et donc c'est valable. Que pensez-vous alors de l'argument selon lequel nous vivons maintenant dans un monde où les États-Unis désignent d'autres États comme, par définition, des voyous? Oui, je sais. Donc, en ce qui concerne la première partie, c'est une méthode classique pour identifier ce qui est censé être une coutume normale en droit international. L'hypothèse habituelle en droit international est qu'il existe une pratique qui a été en cours et acceptée par les États pendant un certain temps. Et s'il n'y a pas de dérogation à cela, alors c'est essentiellement considéré comme faisant partie de la pratique. Cela s'appelle, vous savez, pour ne pas ennuyer vos auditeurs, mais cela s'appelle la présomption lotus. Essentiellement, cela vient d'une affaire des années 90 concernant le naufrage d'un navire français et la question de savoir s'il y avait une responsabilité du capitaine français ou des autorités turques, etc.
Mais le point concernant la présomption est que de manière générale, les États ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans une certaine limite, à moins que cela ne viole ce qui est considéré comme une coutume. Donc les États peuvent essentiellement faire ce qu'ils veulent. Mais ce qui est intéressant dans l'émergence d'une coutume, c'est qu'elle est souvent perçue rétrospectivement, parce que nous ne savions pas que c'était une coutume à l'époque. Ensuite, les avocats diront après coup, « Oh, c'était une coutume à l'époque », mais personne ne l'a simplement dit. C'est l'idée des normes impératives, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Ou jucogens, qui prévaut même sur les accords entre États. C'est exact, exactement. Et je pense, et ce qui s'est passé à Nuremberg dans le cas de la poursuite, les avocats allemands ont fait valoir que c'était ridicule. C'est rétroactif, rétrospectif. Nous avons tous mené des guerres. Il n'y a pas de concept. L'idée de guerre agressive est une tautologie. Le crime contre la paix est un non-sens. Mais ensuite, ce qui a été dit en réponse et ce qui a été accepté par le tribunal militaire international, c'est qu'il y avait eu, et sort de la conduite liée au pacte de Paris, au pacte Kellogg-Briand, une conduite qui suggérait que la guerre serait renoncée. Bien sûr, c'était en un sens un peu absurde, car des guerres se déroulaient partout en même temps, infligées par nul autre que l'Union soviétique, qui était elle-même membre du tribunal militaire. L'attaque contre la Finlande, par exemple, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et la participation de l'Union soviétique à l'attaque contre la Pologne, et ainsi de suite. Mais c'est la méthode classique utilisée pour justifier la cristallisation d'un principe en droit international. Cela a été fait dans le cas du recrutement d'enfants soldats dans le tribunal en Sierra Leone. L'affaire Norman Hinga met en avant l'idée que, et l'argument avancé dans ce cas particulier était, eh bien, en fait, vous savez, en fin de compte, lorsque le recrutement d'enfants était censé être criminalisé, il ne l'était pas. Mais l'argument avancé était qu'en réalité, au moment où le recrutement avait lieu dans les années 90, vous savez, d'enfants pour les armées et autres, il y avait eu le développement d'une coutume qui l'interdisait en raison de la Convention des droits de l'enfant, un certain nombre de, vous savez, le PIDCP, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ainsi de suite. Donc c'est une technique que les avocats utilisent pour justifier ce qui était censé être, mais pas nécessairement, car il n'est pas nécessaire que ce soit explicitement mentionné pour que ce soit une coutume. Plaider pour amener l'affaire là où vous le souhaitez. Mais je veux dire, c'est une chose importante, n'est-ce pas? Que vous développiez ensuite des normes. Et je veux dire, en regardant en arrière, en 1946, oui, l'argument selon lequel c'était la justice des vainqueurs est fort. Mais nous ne voudrions pas réhabiliter l'Allemagne nazie dans ce sens et dire comme « Oh non, vous avez été traité injustement ». Je veux dire, ce n'est pas le but. La question est de savoir ce que cela fait au développement des normes. Oui, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, il y a un argument à faire valoir que chaque fois c'est un grand paradoxe que vous enfreignez des lois pour en créer de nouvelles. Donc l'argument est que, d'une manière étrange, un départ d'un état de compréhension dans les affaires est une violation de cet ordre. Mais ensuite, vous créez quelque chose de nouveau en réponse à cela. Et c'est une chose très importante dans ce contexte. Le juge indien du tribunal international pour l'Extrême-Orient, Rabindranath Pal, ne l'a en fait pas fait. Il était le seul juge à acquitter le Japon de toutes les charges. Certes, il n'a jugé que, et il a clairement indiqué que la question du crime d'agression était absurde. Et il a également dit
Comment osent essentiellement les puissances occidentales dire à une puissance orientale, une puissance asiatique, qu'elles devraient être criminalisées pour mener un conflit qu'elles-mêmes ont mené en toute impunité pendant des années. C'est donc un jugement remarquable. Il fait en fait 900 pages. Donc si vos auditeurs sont intéressés à s'y plonger, c'est vraiment intéressant. Et c'est le seul, je pense, le seul juge auquel je peux penser qui a une plaque spéciale pour le sanctuaire des martyrs, pour les criminels de guerre japonais que nous savons être en fait au Japon. C'est vraiment assez intéressant. Donc oui, cela démontre simplement comment cela fonctionne aux États-Unis. Je m'excuse pour cela. Pas de problème. Nous sommes de retour, et nous parlions justement de cette évolution de la construction des normes, n'est-ce pas? Que se passe-t-il alors lorsque des États comme les États-Unis, des États très puissants, commencent à désigner unilatéralement d'autres États comme quelque chose? Acteurs du mal. Désolé, quel était le terme dont nous avons parlé? Les États voyous? Oui, voyous, et hors la loi, et ce genre de choses. Et les États terroristes? Parce que, vous savez, le problème pour le droit international est que nous avons un très long développement du droit de la guerre, essayant en fait de protéger des catégories de personnes, n'est-ce pas? C'est très important. Je veux dire, prisonnier de guerre est une bonne désignation. Si vous êtes en guerre et que vous vous retrouvez capturé, vous aimeriez être un prisonnier de guerre parce que vous bénéficiez de privilèges très spéciaux. Vous êtes protégé. Vous ne pouvez simplement être sommairement. Vous devez être libre une fois le conflit terminé. Il faut recevoir une alimentation adéquate, etc. Tout cela est codifié dans les conventions de Genève, n'est-ce pas? Mais si vous changez ensuite le jargon, si vous dites soudainement que cette autre personne n'est pas un combattant, que l'autre personne est un terroriste, alors le terroriste ne bénéficie pas des droits associés au statut de combattant dans un conflit international. Et nous voyons cela surtout avec Israël. Israël ne reconnaît pas le Hamas comme un combattant. Il les considère comme des terroristes et se réserve le droit de tirer sur toute personne qu'il soupçonne de terrorisme, n'est-ce pas? Pas de prise de prisonniers. C'est un crime horrible, mais il le justifie en disant que ce ne sont pas des combattants, ce sont des terroristes. Point final. Donc ils ne bénéficient pas du droit de la guerre. Quelque chose de similaire se produit-il lorsque les États utilisent ces nouvelles désignations comme États voyous et autres? Oh, totalement, totalement. Car c'est précisément sur cette base de requalification que cela donne la latitude d'aborder les questions d'une certaine manière. Donc, un exemple classique, pour revenir à ce que vous venez de dire sur l'attitude d'Israël envers le Hamas, peut être vu dans les mémorandums qui ont été rédigés, un certain nombre de documents, et ils ont été produits en fait. Ils ont été rassemblés dans une collection éditée au cours de la soi-disant guerre mondiale contre le terrorisme, qui était un terme très étrange en soi, déclaré bien sûr par le président George W. Bush. Et l'idée de ces mémorandums était essentiellement de justifier l'utilisation du waterboarding, de justifier l'utilisation de la torture, de justifier l'utilisation de diverses violations des droits de l'homme, essentiellement parce que ces personnes étaient, et la catégorie est très bizarre, la notion de combattant illégal. Je veux dire, vous savez, c'est une chose très étrange. Je veux dire, vous êtes un combattant quand vous ne l'êtes pas, que vous portiez ceci ou cela. Mais l'argument était qu'il ne relève pas de la catégorie standard. Ainsi, les talibans, par exemple, ont été considérés comme une catégorie distincte, non reconnue comme une entité légale, méritant les protections des conventions de Genève. Et donc ces individus pouvaient être rendus. Ils pouvaient être envoyés dans ces sites dits de Black Ops. Ils pouvaient être envoyés à Guantanamo Bay et torturés de manière tristement célèbre comme ils l'ont été.
C'est une chose extraordinaire parce que c'est précisément l'une de ces choses qui consiste à alléger sa responsabilité vis-à-vis des lois de la guerre en choisissant simplement une autre étiquette et en utilisant l'élément moral en disant « Eh bien, ces personnes ont évidemment des normes différentes. Par conséquent, nous devrions leur appliquer des normes différentes. » La même chose à propos des justifications en général concernant la torture pour commencer. Je veux dire, c'est très difficile de croire même que des articles comme celui-ci traitaient du contexte où la torture pourrait être justifiable d'une quelconque manière. Ce qui se passe, c'est que vous redéfinissez la torture. Vous l'appelez interrogation renforcée. Le waterboarding devient une annexe de l'interrogation renforcée. Ce n'est pas vraiment de la torture parce que la personne ne se noie pas vraiment. Bien sûr, la personne est essentiellement simulée en train de se noyer, et plus encore. Ce genre de contrôle lexical est très fondamental dans cette approche tactique, si vous voulez, qui produit des résultats terribles. Je veux dire, c'est extraordinaire d'imaginer cela, et je me souviens même avoir rencontré l'un de ces fonctionnaires du ministère de la Justice en 2002 à Washington. C'était extraordinaire d'écouter cet homme érudit, dont l'expertise est en Thomas d'Aquin, justifiant essentiellement pourquoi nous devons faire ce genre de choses aux individus. C'était extraordinaire. C'est incroyable, oui. Mais c'est pourquoi je veux dire ce n'est pas une nouveauté, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que les États-Unis ont inventé. Je veux dire, Thomas d'Aquin est en fait un exemple fantastique. Thomas d'Aquin est celui qui a transformé une religion pacifique, une religion où le chef de la religion, l'idole, était littéralement prêt à mourir sur une croix pour faire valoir que nous n'utilisons pas la violence, et l'a transformé 350 ans plus tard en la doctrine de la guerre, juste afin d'aider l'Empire romain à justifier l'attaque des païens et à mener ses guerres de conquête, n'est-ce pas? C'est exactement le genre de personnes qui ont fait cela, il y a environ 1600 ans. Absolument. Oui, en fait. Trouves-tu genre une continuité à cela? Il y a une continuité. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est très pertinent que vous le souligniez car vous trouvez cette cohérence chez ces autorités. Dieu merci pour les conventions, les protections humanitaires internationales et autres, le droit humanitaire international et les conventions de Genève. Mais il y a aussi ce paradoxe où, oui, il y a cela, mais ensuite, il y a ces justifications vicieuses qui impliquent des écarts et des violations dans le contexte d'une idéologie. Je pense que l'État moderne des États-Unis, avec l'utilisation de termes tels que « État voyou », permet ce genre de choses, ou du moins, cela donne une sorte de couverture à un comportement épouvantable dans le contexte de ce qui est fait. Nous sommes les respectueux de la loi, nous sommes vraiment ceux qui l'ont créée, mais en même temps, il y aura toujours ces exceptions et autres. C'est remarquable. Cela nous ramène également à cette question de savoir si, en fin de compte, Thucydide ou les Athéniens dans Thucydide avaient raison. Vous savez, les forts font ce qu'ils veulent, et les faibles souffrent ce qu'ils doivent. Mais le développement du droit international, et nous avons eu ce débat cette semaine lors d'une conférence ici, montre également qu'il y a une forte résistance contre cela, n'est-ce pas? Une majorité d'États n'acceptent en fait pas cela. Certaines de ces normes, comme le waterboarding, deviennent soudainement partie de la société polie, utilisant des moyens pour contourner les traités contre la torture. Et nous avons des traités internationaux contre la torture. Alors, pensez-vous globalement, voyez-vous un renforcement du droit international, ou plutôt un affaiblissement de ces normes? Eh bien, c'est une question très intéressante parce que, vous savez, quand je réfléchissais au langage utilisé qui a été utilisé, il est devenu très populaire de nos jours. Et c'est en fait pas un phénomène assez récent.
Je suppose que cela découle de l'émergence des puissances des BRICS et d'autres pays en réponse à l'ordre dirigé par les États-Unis. Mais c'est cette notion de ce qui est censé être la loi dans une société fondée sur des règles. Ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à réaliser que peut-être que le juge Powell, que j'ai mentionné plus tôt dans le contexte du tribunal de l'Extrême-Orient, avait raison quand il disait qu'il n'existait pas de communauté internationale ayant ces valeurs. Vous ne pouviez pas utiliser la terminologie d'un cadre international global, un ordre basé sur le droit qui régirait la conduite de la guerre de la même manière que vous pourriez dans d'autres contextes peut-être. Et cela soulève donc le point intéressant que les mêmes pays qui continuent d'utiliser la terminologie de la défense de ces lois sont les mêmes pays qui les violeront quand ils le voudront, et ainsi de suite. Le fait est que de nombreux pays suivent les lois, ils le font toujours. C'est intéressant, par exemple, les lois de la mer sont effectivement respectées par de nombreux États membres. C'est vraiment intéressant. Et je pense que ça n'a pas tendance à faire la une des journaux. Le respect ne fait jamais la une. La non-conformité, oui. Violation en mer de Chine méridionale, agression chinoise, réponse philippine, toutes ces choses. Mais ce qui est fascinant, c'est que fondamentalement, quand on y regarde de plus près, je pense que de nombreux États, en règle générale, respectent les diverses réglementations. Donc je dirais que oui, à un niveau large, il y a un respect des règles qui sont liées à certaines choses. C'est inégal pour des choses comme les droits de l'homme, parce que même les pays occidentaux ont des interprétations variées à ce sujet, sur la façon dont ils sont mis en œuvre, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a maintenant cette contestation sur qui détermine la validité de ce que les Allemands appelleraient la Grundnorm. Où cela s'inscrit-il? Je veux dire, il est très difficile d'en identifier un dans l'espace international, mais il est néanmoins important de noter que la plupart des pays conviennent que certaines choses doivent être suivies, et ils le font généralement. Mais cela, je dirais, va à l'encontre des intérêts des États-Unis et de leurs alliés de commencer à utiliser cet argument. C'est l'ordre international fondé sur le droit. Parce qu'il faut être honnête, cela a été dicté à la pointe d'un fusil ou à la fin d'une marine ou d'une flotte, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, que c'est pas nécessairement une chose objective, mais qu'il a toujours un pacte de pouvoir qui le justifie. Et je dois ajouter quelque chose que j'ai confondu plus tôt. Thomas d'Aquin, que vous avez mentionné avec Saint-Augustin. Désolé pour cela. Juste pour les auditeurs, je me suis trompé. Je ne veux pas faire d'injustice à Thomas d'Aquin. Vous devez traiter avec l'homme d'Hippone. Oui, c'est ça l'Hippone, oui. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce développement de normes, j'ai eu un invité dans cette émission. Going back to this norm development, I had a guest on this show, Chas Freeman, a former US ambassador. Chas Freeman, un ancien ambassadeur des États-Unis, a fait l'observation très spirituelle que cette idée, qui n'a que quelques années, l'ordre international fondé sur des règles, est un nouveau jargon pour parler de quelque chose qui n'est pas le droit international, mais qui est censé en avoir l'air. Il a observé que le jargon de l'ordre international fondé sur des règles est en réalité l'opposé de la loi. Ce n'est pas l'état de droit, c'est la règle par la loi, car vous abusez du droit de définir ce qu'est la loi au cas par cas. Vous ne précisez jamais quelles sont réellement les règles, à travers lesquelles vous créez ensuite un système dystopique d'insécurité, afin que vous soyez le seul arbitre de ce qui est censé se passer, ce qui est l'opposé de ce que les États-Unis représentent souvent, n'est-ce pas?
which is the opposite of what the United States often stands for, right? Everybody is bound by the same rules, but we know Tout le monde that est is soumis aux mêmes règles, mais nous savons maintenant que ce n'est définitivement pas vrai sur le plan international. Et nous savons aussi qu'en interne, les États-Unis semblent être assez sélectifs. Je veux dire en bref, Donald Trump est le premier président de l'histoire des États-Unis à être inculpé pour comportement illégal. Sommes-nous censés croire que pendant 250 ans, aucun président n'a jamais enfreint la loi? Pas un seul, sauf celui-ci. Ce qui soulève alors la question, pouvons-nous croire quoi que ce soit qui émane de ce jargon juridique des États-Unis? Est-ce que ce ne sont que des mots vides? Je ne dirais pas cela. Je pense que l'idée de droit international et de droit interne est très bonne. Mais que devons-nous prendre au sérieux et que ne devons-nous pas? What should we take serious and what not? Eh bien, nous devons être perspicaces, nous devons être discriminants, nous devons également être prudents, car les États-Unis ont encore une fois ce grand paradoxe d'être l'un des plus importants défenseurs des normes et règles internationales, produisant certains des projets les plus magnifiques. Je veux dire, ils sont très bons rédacteurs en ce qui concerne ces choses. Le rôle de la rédaction, vous savez, fait partie d'un groupe plus cosmopolite, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU et ces choses-là. Mais, vous savez, il n'y a pas une seule convention internationale couvrant le droit qui vaille la peine d'être mentionné, qui n'est pas la main des États-Unis d'une manière ou d'une autre. Mais cela soulève le point cependant que la politique intérieure est un mécanisme très puissant ici aux États-Unis. Le Sénat est extrêmement puissant. La chambre finale qui approuve finalement la ratification des documents et autres. Et en plus de cela, les États-Unis étant la puissance qu'ils sont, partiront effectivement à certains moments. Et n'oublions pas, les États-Unis sont une très bonne comparaison ou émulateur à regarder, qui est le Royaume-Uni. Prenons par exemple ce qui s'est passé très récemment avec le soi-disant accord et le règlement conclu avec les îles Chagos, ou soi-disant après cette période, entre 1968 et 1973, en fait c'était un peu plus tôt, de 1965 à 1973, les habitants des Chagos ont été expulsés de ce petit archipel d'îles dans l'Indo-Pacifique. La base fondamentale était de créer, essentiellement pour les États-Unis, cette énorme base stratégique appelée Diego Garcia ou la base de Diego Garcia. Et voir la manière dont le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni a utilisé le droit international était fascinant. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était au départ de la pure politique de pouvoir. Il y a des remarques très grossières et vulgaires dans la correspondance britannique avec leurs homologues américains à propos de l'élimination des Tarzans et des Mr. Men, Fridays et tout ça. Et une fois que nous faisons cela, nous aurons les îles pour vous, ce qu'ils ont exactement fait. Ils les ont donc expulsés. Ils ont expulsé les insulaires du complexe qui étaient à l'origine sous contrôle mauricien. L'accord qui a été conclu récemment, littéralement au début de ce mois, était que tout serait supposément rendu au contrôle mauricien, ce qui est en soi problématique. Mais l'île de Diego Garcia serait détenue pour 99 ans en bail pour que les États-Unis puissent continuer leurs opérations depuis la base. On a beaucoup parlé de l'importance du droit international, mais il y avait aussi l'importance stratégique de protéger la liberté dans l'Indo-Pacifique en maintenant cette base opérationnelle. Et n'oubliez pas, il y avait une autre entreprise très cynique que je dois mentionner pour vos auditeurs. Le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni a élaboré une proposition qui a été jugée par la Cour permanente d'arbitrage comme une violation du droit international et des engagements pris par le Royaume-Uni. Il s'agissait de la déclaration concernant Diego Garcia et les îles Chagos dans l'Indo-Pacifique. Ils ont utilisé, de toutes choses,
des excuses environnementales, prétendant que cela serait une réserve marine protégée. International law too. It's like, you know, this, C'est comme, vous savez, ces justifications que vous me donnez ici. Je veux dire, il y a un tel énorme baratin écrit dessus qu'il est vraiment difficile de voir autre chose. Mais c'est ainsi qu'une bonne partie du monde international fonctionne. La justification extérieure et l'intention intérieure sont complètement séparées, n'est-ce pas? Ce qui rend si difficile de comprendre si toutes ces normes dont nous parlons sont même prises au sérieux ou si elles font elles-mêmes partie d'une mauvaise blague. Si vous regardez l'abus du discours sur les droits de l'homme, par exemple, les droits de l'homme sont une excellente idée. C'est quelque chose que nous devrions avoir. Et en fait, pour tous ceux qui pensent que les droits de l'homme ne sont que du vent, ce n'est pas le cas. Je veux dire aussi, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, vous avez des cours régionales qui se sont développées parce que les pays locaux veulent les avoir. Local countries want to have those. It's a good idea. But you see then how larger C'est une bonne idée. Mais vous voyez alors comment les grands États abusent de ce discours pour exercer une pression aléatoire sur d'autres pays. Par exemple, comment les États-Unis et même Israël ont eu l'audace, alors que le génocide à Gaza battait son plein en décembre dernier, de rédiger un document au niveau de l'ONU critiquant la Chine pour des violations des droits de l'homme contre les Ouïghours, les accusant de génocide. Et Israël a signé cela. Je veux dire, vous, méchants Chinois, vous génocidez des musulmans innocents dans votre pays. Donc, c'est juste la moquerie que cela fait des principes qui est dégoûtante. Et cela soulève la question de savoir si ces principes sont pris au sérieux ou non. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mon sentiment est, et j'ai toujours été d'avis, qu'il s'agit d'un changement sérieux et très significatif dans la manière d'évaluer le droit international, de voir l'émergence du sujet humain comme un sujet digne de protection, une figure digne d'être protégée, disons des dépravations du pouvoir et autres. Cependant, nous sommes confrontés à ce problème très étrange. Les plus grands protecteurs sont aussi les plus grands violateurs. Les États sont ceux qui sont censés être les protecteurs. Ils doivent être les exécutants, et ils doivent être ceux qui signent les conventions. Ils doivent être les observateurs. Et puis aussi, ironiquement, ce sont eux qui sont parmi les plus grands abuseurs. Et cela a toujours été le dilemme du droit international, mais aussi spécifiquement du droit des droits de l'homme, où tant qu'il y a de fortes institutions internes dans un État, certains de ces aspects graves peuvent être traités et modérés dans une certaine mesure. Malheureusement, en général, bien sûr, il y a beaucoup d'inégalités à ce sujet, et nous le voyons. Son existence est très fondamentale, mais il y aura toujours derrière cela cet élément de politique. Vous savez, ça me rappelle en fait les écrits de Carl Schmitt dans sa théologie politique, où il était bien sûr très critique à l'égard de la Société des Nations et de ses expériences. Il a dit que si vous avez des systèmes internationaux qui sont réglementés de cette manière, le paradoxe d'avoir un système international comme celui-là est qui crée des guerres. Ne les arrête pas. C'est, vous savez, parce que ce que vous faites, c'est moraliser les relations internationales au point où il y a ces instances de hors-la-loi, des instances de « nous sommes les bons, ce sont les hors-la-loi », et cela crée une situation où le conflit se produit. C'est pourquoi il était l'un des grands critiques de la Société des Nations. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cela, mais c'est une manière analytique très intéressante de regarder comment les lois fonctionnent et comment elles sont utilisées sur la scène internationale. Parce que lorsque nous les exportons au-delà de la scène nationale, où nous pouvons au moins contrôler les choses de certaines manières, les États internationaux opèrent simplement à un autre niveau où certaines choses sont suivies, mais il y aura des écarts.
Donc la meilleure façon, je pense, de traiter le droit international est d'essayer de trouver un mécanisme par lequel ces écarts peuvent être rendus moins vicieux, moins horribles, pour ainsi dire, car c'est le grand problème. Et surtout quand il s'agit des grandes puissances, celles qui ont la force. Et c'est un énorme problème. Oui, mais nous ne pouvons pas l'appliquer. C'est le problème, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous pouvons appliquer la loi nationale parce que sur le plan national, nous avons la police, les juges, etc., et les prisons. Internationalement, nous ne le pouvons pas. L'idée, cependant, du droit international, l'une des idées fondamentales, est qu'une fois que vous ratifiez un traité, ce corps de droit international devient également une loi nationale. Donc, il devient applicable au niveau national. Et nous avons vu trop peu de cela, parce qu'en principe, en théorie, une fois que les États-Unis ratifient un traité, il devrait être possible pour les citoyens américains de traîner leur gouvernement devant les tribunaux et de dire par exemple « Hey, les gars, cette affaire de Guantanamo est une horrible violation du traité anti-torture que vous avez signé. Donc nous, les citoyens, exigeons maintenant que vous, le gouvernement, respectiez cela et nous utiliserons nos tribunaux pour vous punir. » Mais nous n'avons pas vu cela se produire. Pourquoi pas? Encore une fois, la raison en est que les États, surtout les plus puissants, et n'oublions pas le même principe qui s'applique par exemple à la Chine, à la Russie et à quelques autres États, l'Inde, etc., ont cette sorte de limitation concernant, vous savez, en fin de compte, la notion de juridiction nationale étant fondamentalement la première. Et puis, oui, les juridictions internationales sont permises, mais toujours sous diverses conditions. Donc par exemple, en fait, c'est quelque chose qui mérite d'être noté, c'est que de nombreux pays, certainement ceux qui ont adhéré au pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif, en plus de cela, leurs citoyens peuvent s'adresser au Comité des droits de l'homme pour un recours en cas de grief. Cela ne signifie pas cependant que leur décision est contraignante. D'accord, mais néanmoins, prenons l'exemple australien. Il y a eu quelques plaintes très influentes, disons, qui ont entraîné de véritables changements dans le droit national. En Australie, le système est intéressant dans la mesure où l'Australie ratifie un traité, mais ce n'est pas une incorporation automatique. Le Parlement doit rédiger un projet de loi et le faire adopter pour incorporer les obligations du traité. Donc cela a été assez étrange, vous aurez une situation où, surtout avec le droit des réfugiés, l'Australie a une approche notoirement mauvaise. Elle a bien sûr ce modèle malheureux que les États européens aimeraient imiter, qui consiste à envoyer, comme elle le fait d'ailleurs, l'UE le fait maintenant, envoyer des réfugiés vers des États tiers. Mais dans le contexte australien, l'incorporation complète n'est pas automatique. Il faut l'aborder par la législation en Australie. Cependant, le Comité des droits de l'homme est une voie intéressante que les États ont dans de nombreux pays. Ainsi, même depuis des pays européens, ainsi que les États-Unis à un certain niveau, vous pouvez demander que votre plainte concernant une violation de certaines des protections clés de la Convention soit traitée. En 1994, par exemple, il y a eu une affaire très célèbre en Australie, appelée l'affaire Toonen. Toonen est un militant très célèbre pour les droits des homosexuels, qui a en fait porté l'affaire concernant la violation de la vie privée à Genève, devant le Comité des droits de l'homme. Il a soutenu que la loi de Tasmanie, l'État de Tasmanie, avait une loi vraiment anachronique, criminalisant les relations homosexuelles, la conduite sexuelle, et ainsi de suite. Il a réussi, et ils ont dit que la province de l'État ici ne devrait pas interférer, pas priver du choix de chacun en matière de partenaires sexuels et autres. Mais d'accord, c'était pas contraignant. Mais ce que le gouvernement australien a fait,
et c'est pourquoi j'ai un peu de foi dans le droit international et ses fonctions, le gouvernement australien de l'époque a dit d'accord, nous savons que ce n'est pas contraignant. Mais le gouvernement fédéral a adopté une législation qui a modifié la loi du gouvernement de l'État à ce sujet. En réponse, il y avait vraiment le sentiment que c'était une décision très puissante qui avait été prise par le Comité des droits de l'homme. Et cela a effectivement influencé directement et finalement, bien que de manière un peu détournée, le droit national dans un pays. D'accord. Donc je pense qu'il y a un effet de retombée. Ce n'est pas immédiat, mais cela se produit en plusieurs étapes. Mais il est très évident que cela se produit. Eh bien, c'est un bon exemple. Mais c'est aussi un cas où vous avez en fait le souverain en accord et ensuite le pousser vers le bas, n'est-ce pas? Donc nous dépendons toujours du souverain. La question pour moi est vraiment, je veux dire, nous pensons souvent que nous sommes la fin d'un long développement, n'est-ce pas? Et nous sommes le sommet de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, parce que nous avons des iPhones et des voitures presque autonomes, n'est-ce pas? Nous sommes l'avenir, mais nous ne le sommes pas, n'est-ce pas? Nous ne sommes qu'une étape dans un long processus, et le droit international n'est évidemment pas terminé. Et évidemment, la communauté internationale non plus. Alors la question est, si nous pouvons ajouter quelque chose, que serait-ce? Parce que ce que nous voyons encore maintenant, c'est l'État, le souverain, qui outrepasse les droits d'autres communautés lorsqu'ils font des guerres et tuent comme un demi-million d'Irakiens, juste pour se débarrasser de Saddam parce qu'ils le peuvent, mais aussi contre leur propre population, n'est-ce pas? La Constitution allemande a cette idée intéressante dans leur Constitution, la loi fondamentale, comme on l'appelle, des soi-disant Abwehrrechte, ou droit de repousser ou de rejeter quelque chose qui vient du gouvernement central, n'est-ce pas? Something that comes from government, from the central government, right? Because the memory of Hitler just suddenly... Parce que le souvenir de Hitler, vous savez, faisant soudainement toutes ces choses horribles et illégales et forçant les gens à faire des choses hautement immorales sous le prétexte que c'est une loi. Et les droits de l'homme, en un sens, sont similaires à cela, en ce sens qu'il y a cette idée qu'à certains moments, les individus ont le droit de dire non à leur propre gouvernement et de dire, même si vous faites une loi, cela ne me lie pas parce que vous enfreignez en fait le jus cogens, vous enfreignez aussi les droits de l'individu. Et selon vous, ce mécanisme peut-il fonctionner, être augmenté ou renforcé afin que le souverain perde un peu de ce pouvoir draconien qu'il a réellement? Je pense que c'est un point très important que vous soulevez, car cette idée de souverain absolu est fondamentale dans de nombreuses juridictions et théories juridiques. Je veux dire, nous avons Ave Dicey, le juriste constitutionnel anglais, qui a dit célèbrement que la seule chose que le Parlement britannique ne peut pas faire est de transformer un homme en femme et une femme en homme. Évidemment, ils le peuvent maintenant, mais bon, c'est une autre histoire. Mais il est intéressant que la nature purement absolutiste signifie qu'il devrait toujours y avoir des moyens de la restreindre, de la contrôler, de l'entraver, et ainsi de suite. Car je pense que c'est précisément ce qui est nécessaire. Et la notion que vous venez de mentionner à propos de répondre à ces... Vous savez, pour ainsi dire, il y a certaines obligations que nous avons qui transcendent l'État. Je veux dire, pour moi, le droit international est traditionnellement, bien sûr, le droit des États. Mais quand on le décompose, c'est maintenant aussi le droit des sujets. Ce sont des choix individuels que nous faisons sur le champ de bataille et en temps de guerre, et en ce qui concerne le droit humanitaire, en ce qui concerne les droits de l'homme. Je pense qu'il est important de soulever cela parce que je pense que c'est une illustration très nette et troublante de votre point. Il y a eu récemment une affaire qui est significative dans la guerre australienne qui a eu lieu, qui a des échos internationaux pour ainsi dire.
Et c'était un lanceur d'alerte du nom de David McBride. That was a whistleblower by the name of David McBride. David McBride was a former. David McBride était un ancien avocat militaire de l'armée australienne. Il a servi en Afghanistan pendant quelques missions avec les forces australiennes là-bas. Au fil du temps, il a accumulé un dossier de crimes de guerre vraiment horrible. Une série de documents qui révélaient des atrocités commises par les forces spéciales australiennes sur le terrain en Afghanistan. Pour vos auditeurs qui ne sont pas familiers, même les forces spéciales américaines pensaient que les forces australiennes étaient un peu trop téméraires. Imaginez cela. Il disait que certains de ces personnages entraient dans les villages et se livraient à des comportements qui feraient frémir n'importe quel avocat international. Le point concernant les révélations de McBride est qu'elles ont fini par être publiées par le diffuseur national australien, l'ABC, l'Australian Broadcasting Corporation. Cela est devenu un document très important, une série de documents marquants, alléguant des fautes et des actes criminels australiens en temps de guerre, des violations non seulement de la loi australienne, mais aussi des lois internationales et d'une série d'autres dispositions. Il purge maintenant une peine de prison et fait appel de l'affaire. Lors de son procès, un point très intéressant a été soulevé par ses avocats de la défense. Ces avocats ont soutenu qu'il transcendait son devoir, c'est-à-dire le serment de loyauté envers le souverain, en divulguant le matériel. Le procureur a déclaré que toute personne dans l'armée a le devoir absolu de suivre et d'exécuter les devoirs sous serment. En d'autres termes, vous n'êtes pas censé réfléchir au règlement de cette manière. C'était une affaire extraordinaire. Quand j'ai lu les détails de l'affaire, j'ai eu l'impression d'être dans une distorsion temporelle, parce que, et je pense que les pays font cela aussi, les professions juridiques et autres ont tendance à ignorer parfois qu'il y avait quelque chose comme Nuremberg. Il y avait quelque chose comme le tribunal militaire. Il y a un argument d'objection de conscience à faire valoir. Il y a des moments où nous devons désobéir à la loi. Nous devons violer le serment parce que si on nous dit de faire certaines choses, lorsque nous observons ce que nous faisons, à quoi nous participons, you have a sanguinarity moment. Parce que je vous le dis, certainement selon la charte de Rome et le statut de Rome pour la CPI, la Cour pénale internationale, vous avez suivi l'ordre souverain, mais cela a abouti à un crime de guerre. Et c'est intéressant qu'en droit australien, par exemple, cela ne semble pas avoir filtré jusqu'à l'aspect militaire. C'était extraordinaire. Aucun des procureurs n'a jamais mentionné le statut de Rome. Aucun d'eux n'a jamais mentionné Nuremberg. Et ils ont même laissé entendre que cet aspect ne s'appliquait pas du tout, ce qui est absurde. Il s'applique. Maintenant, c'est en cours de litige. C'est en appel. Ce sera donc vraiment intéressant de voir ce qui se passe là-bas. C'est juste, vous savez. It's just, you know, we would want that to be the case, right? We would want to have the. Nous voudrions que ce soit le cas, n'est-ce pas? Nous voudrions que le soldat et le fonctionnaire aient réellement le bien de la communauté à cœur et non le succès de la politique du dirigeant. Oui. Je veux dire, cela crée des contradictions vraiment difficiles à réconcilier. Mais parce que nous voyons cela, je veux dire, il y a aussi eu ce cas très célèbre en Allemagne après la chute du mur et l'absorption de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest. Et puis, le parquet fédéral ouest-allemand a poursuivi des soldats de l'ancienne Allemagne de l'Est qui ont tiré et tué. Oui, c'est exact. Former East Germany who shot and killed The border guards, yes, that's right. Yeah, that's right. The problem, of course, that the East German soldiers, they were Le problème, bien sûr, était que les soldats est-allemands agissaient conformément à la loi et faisaient leur devoir envers l'État est-allemand. Mais ensuite, après que l'Allemagne de l'Ouest a gagné, elle a soutenu que, oh non, 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 une loi morale supérieure. Vous auriez dû savoir que ce que vous faisiez était un crime contre la nation allemande. Et par conséquent, c'est nul et non avenu
et vous auriez dû refuser de tirer. Ils ont envoyé des gens en prison pendant de très nombreuses années. Cela était infâme. Non, je me souviens d'avoir suivi cela de près. C'était extraordinaire. C'est aussi en tant que concept, précisément, oui, des gardes-frontières tirant sur des gens de l'autre côté. Oui, c'est exact. C'est juste que pour des raisons pratiques, ce qui nous reste, c'est qu'en 2024, vous savez, si nous formulons cela un peu, je veux dire, un peu crûment, c'est que le seul crime de guerre qui vous fait pendre, c'est de perdre une guerre, n'est-ce pas? Mais tant que vous ne perdez pas, tant que vous survivez, vous ferez partie du prochain régime au pouvoir et vous serez bien protégé, n'est-ce pas? De tout type de préjudice. Donc la question est, comment changeons-nous cela? So the question is, how do we change that? Oui, et c'est précisément un très bon point. Comment le changer sans créer un problème en soi? Donc, par exemple, l'un des arguments avancés est le renforcement des institutions mondiales. Vous leur donnez plus de pouvoir. Par exemple, il y a eu ce long débat, comme je sais que vous le connaissez bien, sur l'ONU et ce qu'elle fait, non seulement avoir des forces de maintien de la paix, mais une véritable armée viable. Vous savez, surveiller ces choses, c'est problématique. Oui, vous savez, très. Il y a des problèmes sur la façon dont nous gérons les mécanismes d'application à travers les conventions, etc. En fait, je vais être un peu plus optimiste à ce sujet et dire que de manière générale, il y a des violations horribles qui se produisent, et elles se produisent partout. Mais je dirais aussi que, assez curieusement, le droit international est respecté dans de nombreux cas au quotidien. Et je dirais que c'est une chose positive à se rappeler, qu'il y a cette compréhension, vous savez, la loi de la courtoisie. Il y a une compréhension que les États suivront les lois et accepteront que certaines conventions s'appliqueront toujours. Il est vrai cependant que chaque fois qu'il y a une équation de pouvoir et qu'il s'agit de ses propres citoyens, le gouvernement s'inquiète, par exemple, que leurs soldats soient jugés. Les arguments contre Henry Kissinger à l'encontre de la Cour pénale internationale disent que c'est une sorte de tyrannie parce que, eh bien, les États-Unis le font évidemment mieux. Nous ne voulons pas que ce tribunal étranger détermine la culpabilité de nos soldats et de notre personnel. Mais beaucoup de cela est aussi, il y a aussi un peu de non-sens, car en général, de nombreux pays ont tendance à respecter ces choses. Mais il est très difficile de séparer l'équation du pouvoir de la pratique de certains aspects du droit international. Ma sympathie va par exemple au procureur, M. Karim, qui a des problèmes avec la CPI en ce moment pour des allégations faites en lien avec son bureau, des questions de mauvaise conduite, etc. Je dois examiner les détails, mais je vais faire une petite supposition ici. Certes, ce n'est pas une supposition éclairée. C'est juste une supposition instinctive que lorsqu'une personne s'engage trop dans ces choses en termes de système juridique, elle rencontre des problèmes parce qu'elle finit par devoir être soit écartée, soit quelque chose se passe. Et je crois qu'il y a des individus qui font très largement partie, disons, du côté de l'application. Mais c'est une bête très fragile. De nombreux pays essaient encore de bien gérer ce genre de choses. Vous savez, cela m'est venu à l'esprit en y réfléchissant. Donc, par exemple, la notion de juridiction universelle et de telles questions. Je veux dire, vous savez, M. Netanyahou serait très prudent et je lui conseillerais directement s'il nous écoutait, et j'espère qu'il écoute notre podcast, qu'il ferait bien de ne pas voyager dans de nombreux pays, parce que sous certains aspects de, vous savez, jusqu'aux gens, les questions de juridiction universelle, il est parfaitement susceptible d'être arrêté. Il n'est pas nécessaire d'avoir un mandat de la CPI. Vous n'avez pas besoin d'un mandat de la CPI. Vous pouvez être arrêté sous la juridiction locale d'un pays parce que vous avez commis des crimes de guerre ailleurs.
Peut-être que c'est une voie à suivre. Vous savez, les juridictions plus locales. Parce que j'ai peur de tous ces modèles qui créent plus de centralisation au sommet, car ils sont vraiment faciles à subvertir et ensuite à abuser. Je veux dire, nous voyons cela avec l'Union européenne, cette triste tragédie d'une bonne idée. Mais les mécanismes décentralisés augmentent simplement la pression sur les dignitaires étrangers, de sorte qu'à un moment donné, ils commencent à s'auto-restreindre. Surtout si nous pensons à l'avenir des 20, 30, 40 prochaines années comme étant multipolaire et non unipolaire, où tout dépend de différents acteurs régionaux. Je pense, oui, exactement. Et pour revenir au sujet, c'est une très bonne façon pour moi d'introduire l'homme que j'ai mentionné auparavant, le critique de la CPI, qui a fait face à quelques problèmes juridiques domestiques, des procès, et l'un d'eux était en Grande-Bretagne. Cela n'a mené nulle part, parce que le juge a simplement dit que ce n'était pas faisable, étant donné que l'homme n'était pas dans la juridiction, l'homme étant, vous savez, Henry Kissinger. Mais il y en avait un. Je me souviens que feu Christopher Hitchens, l'écrivain Christopher Hitchens, a dit que parce qu'il avait écrit ce livre, bien sûr, essentiellement sur les crimes de guerre d'Henry Kissinger. Et ce qui est intéressant, c'est que Kissinger a passé un certain temps à Paris, et il y a eu en fait une situation juridique. L'un des officiers judiciaires avait déposé des documents, essayant non pas nécessairement de l'inculper pour crime de guerre, mais de lui poser des questions en lien spécifiquement avec l'opération Condor, en rapport avec les meurtres et la torture découlant des opérations soutenues par les États-Unis pendant la guerre froide en Amérique latine, notamment en Argentine et au Chili, etc. Il est parti très rapidement et n'a jamais revisité cette partie du monde. Et je pense qu'il est toujours important de noter que les questions de compétences locales ont une clause dans de nombreux pays. Renforcer cela, l'appliquer et en informer les citoyens est important. Je pense que la plupart des citoyens ne seraient pas au courant de la notion, par exemple, d'une arrestation citoyenne. Lorsque vous voyez un individu, une figure notoire qui pourrait être un criminel de guerre ou autre, il existe une disposition dans de nombreuses juridictions dans le monde pour ce genre de choses. Donc je pense qu'il vaut la peine de réfléchir à cela, de le ramener aux communautés locales et de comprendre où se situe le droit international. Et je pense qu'une de mes tâches dans mes conférences, comme je considérais ma charge de conférence, mais aussi un plaisir, c'est un fardeau, avec plaisir, et d'essayer d'expliquer aux étudiants l'interrelation entre le droit international et la juridiction nationale. C'est essentiellement ce dont nous discutons aujourd'hui, et de faire savoir aux étudiants où ils relient les deux. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas juste une chose abstraite. La Convention internationale des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'ensemble de ces instruments internationaux ne sont pas abstraits. Ils font partie intégrante du tissu vivant d'une société juridique. Et je continue de penser que, vous savez, nous avons des exemples de droit international fonctionnel qui est exécutoire. Et la première chose qui me vient à l'esprit provient du domaine économique, de l'arbitrage. Nous avons la Convention de Washington qui permet que les sentences arbitrales soient exécutées dans chaque État membre. Et ces sentences arbitrales sont, vous savez, suivies par les systèmes juridiques. C'est un instrument très puissant. Et vous n'avez pas besoin d'une organisation supranationale. Vous avez juste besoin d'un accord entre les différentes juridictions pour mettre en œuvre une certaine décision. Quelque chose comme la Convention de Washington pourrait-elle être reproduite pour, disons, les violations des droits de l'homme, comme si la Cour des droits de l'homme pouvait prendre une décision et ensuite accorder une sentence
qui devraient être mises en œuvre contre des individus, disons, et des acteurs étatiques, pas nécessairement dans le domaine abstrait où vous auriez besoin d'un changement de législation nationale. Oui, non, non. Je pense qu'à un certain niveau, cela serait faisable. Eh bien, en un sens, on peut déjà le voir, bien que cela repose encore sur la notion de courtoisie et de reconnaissance des États. C'est le cas lorsque des actions en justice sont intentées pour obtenir une compensation pour, par exemple, des actes de terrorisme ou autres. Par exemple, l'attentat de Lockerbie en est un exemple. Mais cela repose toujours sur le consentement d'un État à verser une compensation à un fonds particulier ou autre. Mais quelque chose comme une sentence arbitrale à ce sujet serait vraiment intéressant et quelque chose qui s'y intègre. Je veux dire, rappelons-nous, et ne soyons pas trop découragés à un certain niveau, que vous savez, des réparations pour des choses se produisent pour des abus graves. Par exemple, je pense à l'incident de 2004 lorsque le service australien de renseignement secret a mis sur écoute les bureaux diplomatiques de la délégation est-timoraise alors qu'ils négociaient les droits pétroliers et gaziers de la mer de Timor. C'est l'une des choses les plus notoires et scandaleuses, mais c'était vraiment typique de l'atmosphère de l'époque. Cela a également un lien avec les violations de la loi et les lanceurs d'alerte, car il y avait un agent des services australiens qui a révélé publiquement que cela s'était produit. Des informations ont ensuite été divulguées. Cela a fini par aller à la Cour permanente d'arbitrage. Et oui, l'Australie et le Timor oriental ont fini par renégocier le traité original, qui était tellement en faveur de l'Australie concernant l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et bien sûr, un nouveau pays, souvenez-vous, après avoir été sous occupation indonésienne pendant si longtemps. Et c'était un exemple d'un système international qui, bien que imparfait, fonctionne à un certain niveau parce que les gens continuent de négocier, les gens continuent de se présenter, les gens essaient de parvenir à des accords, même si la situation est un peu sombre en arrière-plan. Je pense que c'est une bonne notion pour conclure. Binoy, où les gens peuvent-ils trouver vos écrits? Les publiez-vous quelque part? Oui, absolument. Merci Pascal. J'écris régulièrement pour le magazine connu sous le nom de Counterpunch, où je suis rédacteur en chef. Vous pourrez y trouver mes écrits. J'écris également pour d'autres publications comme Global Research et quelques autres, mais Counterpunch est en quelque sorte la page d'accueil. J'écris aussi pour Middle East Monitor concernant les questions du Moyen-Orient, comme le conflit israélo-palestinien. Vous me trouverez sur Twitter à @vacantmark. Je suis très heureux des points de discussion de vos merveilleux auditeurs. Merci. Les liens seront dans la description ci-dessous. Tout le monde, veuillez suivre Binoy Kampmark. Binoy, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci, Pascal. À tout moment. Thank you, Pascal. Anytime.